La chose la plus importante, surtout quand on rencontre Céline, je le dis, je le répète, mais je veux que les auditeurs en prennent conscience. C'est très 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 rare dans une vie de rencontrer une personne qui mélange des choses que j'adore, que je cherche d'ailleurs chez les collaborateurs d'accord ou des copains autour de moi. Une vision, un diagnostic, un vécu, un plan, une méthode, la séquence, l'intelligence, et qui en plus fait ça avec toujours un sourire Ça, au bord du visage. En étant passée à l'aide sociale à l'enfance moi-même, finalement j'y ai vu les failles du système, à la fois sur la prise en charge de la santé, des jeunes de ma santé, mais aussi des jeunes qui étaient placés en même temps que moi, et puis les failles de la prise en charge de la scolarité des enfants confiés. Alors moi, il se trouve que mon étoile du berger, c'était de faire des études de médecine, donc je me suis accrochée toute seule. La naissance d'Impact, c'est aussi de se dire, ok, toi t'as eu de la chance, tu t'en es bien sorti, maintenant que t'as finalement une position sociale stable, puisque bon, quand j'ai écrit la démesure, j'étais interne, et quand j'ai monté Impact, j'étais chef de service à Necker. C'était un petit peu difficile de se dire, voilà, t'as bien réussi, et de vivre sa vie sans essayer de faire changer les choses quand on a vu de l'intérieur les failles du système. Ils ne se seraient peut-être jamais croisés, et pourtant. D'un côté, des entrepreneurs, des dirigeants, des familles, décidés à donner plus de sens à leur réussite. De l'autre, des femmes et des hommes qui portent des projets d'intérêt général avec conviction et passion. C'est de leur rencontre que naît Voices for Philanthropy. Un podcast qui explore la philanthropie au-delà des chiffres et des apparences. Où l'on découvre des motivations profondes, des doutes parfois, et des instants de bascule. Des rencontres transformatrices. Un podcast porté par Rothschild & Co. Bonjour et bienvenue dans Voices for Philanthropy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux, entrepreneurs et porteurs de projets qui transforment la société grâce à leur engagement au service de causes d'intérêt général. Je suis Claire Cram, responsable de la philanthropie chez Rothschild & Co, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités au parcours exceptionnel. Sébastien Bazin, président-directeur général du groupe Accor, et Céline Gréco, médecin-chercheur, chef du service de médecine de la douleur et de médecine palliative à l'hôpital Necker Enfants Malades et fondatrice de l'association Impact. Ensemble, nous allons parler d'aide sociale à l'enfance, du besoin d'améliorer la qualité de la prise en charge de centaines de milliers d'enfants concernés chaque année par une mesure de placement ou de suivi, mais aussi de coups de cœur, voire de coups de foudre, et surtout du pouvoir d'une collaboration comme la vôtre pour amplifier les messages, accélérer la prise de conscience et participer à faire bouger les lignes d'une politique sociale en crise. Sébastien, nous allons peut-être commencer par toi pour dire quelques mots sur ton parcours. Après plusieurs... Ça va être vite, ça va être vite fait. Ça va être vite fait ? Ouais. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, parce qu'il n'est pas si grand que ça. Il n'est pas si long que Non. ça, mais quand même. Donc, plusieurs années passées dans le secteur de la finance, aux États-Unis, en Angleterre et en France. Tu rejoins le conseil d'administration d'Accor en 2005, dans le cadre d'un mandat que tu exerces en tant que directeur général Europe de la société d'investissement Colony Capital. Et depuis 2013, tu occupes les fonctions de président-directeur général du groupe Accor, un groupe qui compte 5700 hôtels présents dans 110 pays, qui emploie un peu plus de 360 000 salariés. Dirigeant engagé, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, tu exerces plusieurs mandats d'administrateur dans des fondations et dans des organisations à but non lucratif. Pendant le Covid, tu crées un fonds de solidarité pour les collaborateurs du groupe qui doivent faire face à des pertes sèches de revenus. Et à plusieurs reprises, tu vas t'engager personnellement et à travers le groupe en faveur de publics vulnérables, que l'on parle des sortants de prison, des personnes réfugiées ou encore des personnes porteuses de handicap. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce podcast à ton engagement au service des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. En particulier, de l'accompagnement de Céline, que je vais présenter également. Donc Céline, victime de violences intrafamiliales, tu vas être placée dans un foyer d'accueil à l'âge de 14 ans et tu parviens, malgré tout, ou peut-être grâce à cela, à aller jusqu'au bout de ta vocation et de devenir médecin. Alors interne en 2013, tu décides de t'engager pour les enfants victimes de violences et tu publies un premier ouvrage, La démesure, afin de sensibiliser le grand public au fait que la maltraitance peut survenir dans tous les milieux sociaux sans exception. En 2022, tu fondes l'association Impact avec l'idée d'offrir un accompagnement multidimensionnel aux enfants victimes de maltraitance.
Avant de parler de votre rencontre à tous les deux, j'aimerais qu'on revienne sur cette association Impact. Tu l'as créée en 2022. Aujourd'hui, elle a beaucoup grandi avec de nouveaux projets chaque année qui se mettent en place. Est-ce que tu peux revenir sur le constat qui t'amène à créer Impact et tes motivations pour lancer cette association il y a tout juste 3 ans? 3 ans. Ouais, les motivations assez claires, hein. C'est-à-dire que moi j'ai été usagère, comme on dit, c'est pas très joli, mais je suis passée par l'aide sociale à l'enfance. Après beaucoup d'années à attendre qu'on jette un œil sur moi et qu'on se rende compte des violences qui avaient lieu dans la famille. Et donc, en étant passée à l'aide sociale à l'enfance moi-même, finalement, j'y ai vu les failles du système, à la fois sur la prise en charge de la santé, des jeunes de ma santé, mais aussi des jeunes qui étaient placés en même temps que moi, et puis les failles de la prise en charge de la scolarité des enfants confiés. Alors moi, il se trouve que mon étoile du berger, c'était de faire des études de médecine, donc je me suis accrochée toute seule et j'ai pas lâché. Mais dans les différents lieux de placement que j'ai fait, il y avait vraiment un taux de déscolarisation très très important, aucune aide pour faire les devoirs le soir, et finalement aucune ambition scolaire pour les enfants qui étaient placés avec moi. Donc la naissance d'Impact, c'est aussi de se dire, ok, toi tu as eu de la chance, tu t'en es bien sorti, maintenant que tu as finalement une position sociale stable, puisque bon, quand j'ai écrit la démesure, j'étais interne, et quand j'ai monté Impact, j'étais chef de service à Necker. C'était un petit peu difficile de se dire, voilà, t'as bien réussi, et de vivre sa vie sans essayer de faire changer les choses quand on a vu de l'intérieur les failles du système. Et Sébastien, avant de parler de la rencontre avec Céline, est-ce que toi, tu peux revenir sur tes premiers pas en philanthropie, le moment où tu réalises que tu as envie de t'engager, tu as envie de faire bouger les lignes dans la société? Eh ben, je me souviens pas du tout de ce moment-là. Très franchement, je crois que c'est très lié à un mélange de plein de choses. C'est lié à mon avis, la première chose de loin, l'éducation de mes propres parents qui sont partis beaucoup trop vite, il y a 25 ans, 27 ans tous les deux. Dans cette éducation de prêter attention à l'autre. Dès lors qu'on prête attention à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on peut sentir les failles, que tout d'un coup on a envie d'en savoir davantage. Et puis quand on progresse dans la vie, on s'aperçoit que pour répondre à ceux qui en ont le plus besoin, encore faut-il en avoir les moyens, le temps peut-être, et que donc à ce moment-là, vous avez accumulé beaucoup de rencontres, vous avez accumulé beaucoup d'expériences, vous avez accumulé un certain nombre de richesses, et vous avez surtout accumulé une capacité d'agir, donc peut-être du pouvoir ou un positionnement. Et donc, je pense que ça marche terriblement bien si tout ça se fait dans le temps de manière naturelle. Si vous voulez devenir un acteur et que vous l'avez pas dans le bide ou pas dans le cœur, en fait, vous y prenez mal. C'est pas quelque chose de circonstance, c'est quelque chose qui s'inscrit. Vous avez envie d'embarquer plein de gens, mais vous ne savez pas qui vous allez aider. C'est ce qui m'a probablement le plus souri dans la vie, c'est que c'est vrai qu'on a parlé de handicap, on a parlé de plein de différentes pistes, mais ça a fait l'objet tout d'un coup d'une rencontre à un dîner comme avec Céline. Est-ce que je pensais un jour qu'à Corps au moins on allait être confronté à l'aide sociale à l'enfance et ainsi de suite? La réponse est évidemment non, ou en tout cas malheureusement non. Mais cette rencontre, moi je souriais depuis 5 minutes parce que ça va peut-être la deuxième question, c'est il suffit d'écouter Céline juste 8 minutes. Elle est très forte. Mais c'est pas qu'elle est très forte, c'est qu'elle dit vrai, elle parle d'elle. Et ces 8 minutes font que ça y est, on est déjà tombé, quoi. C'est parti. Donc voilà. Donc c'est inné, c'est naturel, c'est pas inventé. Et merci à tous ceux qui m'ont donné la chance d'être qui je suis aujourd'hui avec les moyens qui sont à ma disposition. Et juste parce que vous avez dit ça dans l'introduction, il faut pas non plus faut pas se tromper. Les moyens et ce que je peux faire aujourd'hui, merci mon Dieu, c'est grâce à Accor. Accor a multiplié par 100 ce que je peux faire aujourd'hui. Je faisais d'autres choses quand j'étais chez Colony, mais la puissance n'était pas la même. Donc la bienveillance a changé de taille. Ben alors du coup, Céline, comment tu l'as pitché? Comment tu l'as embarqué dans l'aventure? Parce que tu l'as pas embarqué un peu. Et Sébastien et le groupe Accor sont parmi les soutiens de la première heure du projet. Donc qu'est-ce qui a amené à cette collaboration? 2 choses en fait, et finalement à peu près au même moment, c'est-à-dire que quand j'ai voulu lancer Impact, quand j'ai eu lancé Impact, je me suis dit qu'il fallait que je sois accompagnée, et donc j'ai envoyé des mails à tous les grands patrons
Et puis, il y a ceux qui m'ont répondu et ceux qui m'ont pas répondu. Et Sébastien m'a répondu. Et je me rappelle de notre conversation téléphonique. Et alors que ça faisait à peu près 3 minutes qu'on se connaissait, que je lui ai un peu expliqué la problématique de ces enfants, tu m'as dit je te laisserai jamais tomber. Bon, ça faisait 3 minutes qu'on se connaissait. Donc, et après, effectivement, on s'est retrouvés à un dîner commun grâce à Stéphane Tirolois. Et d'ailleurs. Et Aurélie. Il a une femme. Tout à fait. Mais Stéphane nous a mis en lien et parce qu'il savait probablement que tu ferais quelque chose et donc je dois beaucoup à Stéphane et Aurélie. Et donc effectivement à ce dîner on a pu un peu plus parler plus profondément en tout cas de ce pourquoi je me battais pour l'aide sociale à l'enfance. Et voilà, tu es toujours là. Et surtout, tu as éveillé les consciences parce que c'est un sujet qui est quand même sorti du bois à peu près au même temps. Enfin, dans les années, au moment où tu fondes Impact, c'est un sujet qui arrive sur la table des discussions, dans les débats et qu'on va retrouver dans la presse de façon plus visible qu'avant. Il y a un peu un avant et un après, non ? Non, je pense pas. Je pense que moi, je dirais qu'il y a quand même un avant et un après Affaire Marina. Donc, ça date de quelques années en amont. Donc il y avait déjà quand même un début de changement de prise de conscience dans la société. Après, il y a eu la loi du 14 mars 2016 qui a aussi permis qu'on en parle. Laurence Rossignol était extrêmement impliquée. D'ailleurs, ça a été notre dernière ministre de l'Enfance. Depuis Laurence Rossignol, il n'y a plus de ministre avec un portefeuille dédié à la protection de l'enfance. Donc voilà, les choses changent petit à petit. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec toutes les difficultés que rencontre l'aide sociale à l'enfance, c'est sûr qu'on en parle plus. Et donc, forcément, à la fois, on parle plus des défaillances, mais on parle aussi plus de ce qu'on peut faire pour faire changer les choses. Donc, c'est vrai que c'est un sujet, aujourd'hui, qui est plus repris. Moins invisibilisé, on va dire. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, ce qu'est Impact, ce que vous offrez à ces enfants, voilà les différents programmes qui sont proposés. Donc Impact est une association qui accompagne les enfants, donc confiée à l'aide sociale à l'enfance, de 0 à 25 ans. C'est important parce que aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance s'arrête à 18 ans. Et ça a tout un tas de conséquences. Ça a des conséquences sur le fait que quand on doit être autonome à 18 ans, on peut pas se projeter dans des études supérieures. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, ça tue des rêves. Et quand vous avez l'impression que vous n'avez pas d'avenir, du coup, l'école, c'est ce que vous lâchez en premier, parce que à quoi bon. Et donc, ça fait que 13% seulement des jeunes de l'ASE ont le brevet des collèges, 5% seulement se présentent à un baccalauréat général, et 1% seulement peut faire des études supérieures. Normal, puisqu'il faut un tout petit peu d'accompagnement humain et financier pour pouvoir faire des études supérieures, et que quand l'ASE s'arrête à 18 ans, c'est pas quelque chose qui te paraît accessible. Et donc, 1% d'études supérieures avec 45% des jeunes sans-abri de 18 à 25 ans qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance et des chiffres qui ne font que grossir. Donc, Impact, la première chose qu'on a mis en place, c'est le pôle éducation avec l'accompagnement donc des enfants de 0 à 25 ans dans leur scolarité. Ils ont du tutorat scolaire 1 fois par semaine, dans finalement leur accès à l'art et à la culture, puisque je crois qu'on se nourrit du beau. Et ces enfants n'ont pas accès au beau. Et donc, on a mis en place l'expression artistique de la danse, le théâtre, le chant. Grâce aux mécènes, on a beaucoup de sorties culturelles. D'aller à l'opéra, d'aller à la Comédie Française, d'aller au Théâtre du Châtelet, de découvrir les instruments de musique. Enfin, voilà, l'accès au beau est quelque chose qui manque à ces enfants. Et puis, on accompagne les jeunes majeurs avec des bourses d'études, des bourses d'aide à l'installation, le passage du permis de conduire. Finalement, pour que génétiquement les choses changent aujourd'hui, les jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, je sais pas, il y a une modification génétique qui fait qu'ils se disent de toute façon, c'est pas pour moi. Les études, c'est pas pour moi. Peut-être que à force qu'Impact soutienne ces jeunes à faire des études supérieures, ceux qui auront réussi à faire des études supérieures diront aux plus jeunes, mais si, toi aussi tu peux être médecin, toi aussi tu peux être avocat, toi aussi tu peux être comptable. Regarde, Impact sera là pour t'aider à réaliser ce rêve. Donc il y a vraiment un accompagnement. Le programme qu'on a appelé Soutien à l'éducation par l'art et la culture. On a un pôle santé aussi, parce que l'autre conséquence de tout ça et des violences subies dans l'enfance, c'est que ces enfants risquent de perdre 20 ans d'espérance de vie en l'absence de prise en charge précoce. Or, 30% seulement des enfants de l'ASE ont un bilan de santé quand ils arrivent à l'aide sociale à l'enfance. Et seulement 10% des enfants de l'ASE ont un suivi de santé. C'est-à-dire qu'en France, il y a une population d'enfants qui représente quand même 400 000 enfants, dont 90% n'a aucun suivi de santé.
Et donc, c'est des enfants qui ne sont vus que lors de passage aux urgences, puisque il n'y a pas de médecin traitant pour ça. Et donc, l'idée, c'est d'avoir monté des centres d'appui à l'enfance, donc des centres de santé dédiés à ces enfants, pour qu'enfin, ils aient une prise en charge à la fois somatique et à la fois psychique. Et puis, on monte un pôle de formation et de recherche, parce qu'en fait, on a peu de données sur l'état de santé de ces enfants. Et surtout, on n'est pas très bon encore dans la prise en charge du trauma complexe pédiatrique en France. Et donc, on monte aussi un pôle de formation et de recherche. D'accord. Et puis il y a le volet formation et accès à l'emploi aussi, sur lequel tu travailles grâce notamment aux partenaires. Grâce à la coalition des entreprises mobilisées pour l'enfance protégée, les entreprises qui ont signé la charte d'engagement, à la fois nous aident sur le plan financier pour financer le tutorat scolaire, les bourses d'études, tout ça, mais ont ouvert leurs portes à ces jeunes, les prennent en stage de 3e, en stage de seconde, en alternance, en CDD, en CDI. On a un événement chaque année qui s'appelle Trouve ta voie, qui permet la rencontre des jeunes et des entreprises, pour accompagner ces jeunes vers l'insertion professionnelle. Merci. Et du coup, Sébastien, dans ce cadre-là... Comment voulez-vous que je passe derrière ça? Bah ouais, c'est compliqué. C'est fini. Non, mais c'est compliqué. Elle a dit beaucoup. Elle a dit beaucoup de choses. Mais elle a raison. Qu'elle prenne tout, surtout. Mais alors, comment toi, tu as justement permis à accélérer le mouvement, convaincre d'autres entreprises, d'autres mécènes, par exemple, de rejoindre cette charte et de s'engager? Je crois que la chose la plus importante, surtout quand on rencontre Céline, je le dis, je le répète, mais je veux que les auditeurs en prennent conscience, c'est très 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 rare dans une vie de rencontrer une personne qui mélange des choses que j'adore, que je cherche d'ailleurs chez les collaborateurs d'accord ou des copains autour de moi. Une vision, un diagnostic, un vécu, un plan, une méthode, la séquence, l'intelligence, et qui en plus fait ça avec toujours un sourire au bord du visage. Toujours le sourire. Et donc ça veut dire que Céline sait où elle va, elle sait comment y aller, elle sait avec qui y aller, elle sait pour qui elle y va. Après ça, nous on rêve de ça en tant que chef d'entreprise. Après ça, ce qui lui manquait, c'est la première pierre, c'est-à-dire c'est très bien de faire tout ça, mais si c'est juste un rêve, un plan, ça sert à rien. Et donc comme en plus elle est terriblement impatiente et qu'elle veut tout de suite, Accor a été là. Donc quand on s'est dit que c'était 7 millions d'euros pour le centre d'appui à l'enfance, ça aurait été 5 ou 14, c'était pareil. On lui a dit, tu sais quoi, allez, on va le lancer quand bien même on n'a pas encore l'argent. Donc Accor, comme d'autres, on a été là au début en prenant un risque complètement fou, qui est de dire oui à la mairie de Paris, oui à la PHP, oui à l'ACTAM, en disant allez c'est parti. Et tout ça a été réalisé en 8 mois, ça aurait pu prendre 2 ans et demi. Et là vous avez un effet boule de neige, parce que les gens se disent tiens, lui il y a cru. Et puis une fois que les gens ont touché du doigt, et vous étiez là, touché du doigt ce centre d'appui à l'enfance, tout d'un coup, c'est pas qu'on a envie d'y être, c'est que tout d'un coup, on sait que c'est possible. Et puis en plus, maintenant, c'est pas très compliqué parce qu'elle veut le démultiplier dans les 13 régions de France, si on n'oublie pas les ultramarins. Elle va me faire le coup après de tous les départements français. Je sais bien que ça va pas s'arrêter là. Et puis, il faut être vraiment totalement insensible ou totalement con quand vous arrivez dans ce site. Ça m'a fait le coup, Dieu sait si j'ai été le voir pas mal de fois pendant les travaux. C'est l'ouverture avant que ça soit ouvert, peu importe, c'était 1 semaine ou 4 jours avant. Ouais, je l'ai déjà dit, j'ai pleuré. C'était juste ce dont elle rêvait, et on se dit, allez, on a fait un petit cadeau. Et puis maintenant qu'il y a déjà 150 enfants et qu'il y en aura 2000 à la fin de l'année, et on n'a pas fait tout ça pour rien. Le problème de Céline, c'est pas un problème, c'est que ça y est, c'est parti. Ça ne s'arrêtera jamais. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je me souviens même plus que je lui dis au bout de 5 minutes. Comme en plus elle a le syndrome de l'abandon, qui est de me dire tu vas jamais me laisser tomber, et qu'effectivement j'ai répondu oui. Je pense au moins 50 fois de suite, mais 50 fois en 3 ans. Donc voilà. Donc mais c'est un cadeau du ciel. Elle est un cadeau du ciel. Oui, ça laisse de la place pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient s'engager, tu vois. Ce projet de se dire, on l'a fait dans une région, on va couvrir les 12 autres, et puis pourquoi pas les... Je voudrais surtout dire, parce que c'est peut-être plus facile pour moi de le dire, je ne sais pas qui vous écoute, mais ce qui m'a le plus frappé dans le livre de Céline, c'est ces 10 années de 94 ans, et elle l'a dit de manière assez pudique en commençant, jusqu'au moment où on a bien voulu se rendre compte si un certain nombre d'auditeurs et si tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer une infirmière, je sais pas, pousser un cri, et il faut qu'on aille vous rencontrer.
Il y a trop de gens qui souffrent tout seuls. Mais grâce à Céline, il y a aussi de belles histoires qui vont naître. Et je suis sûre que toi, Céline, tu es déjà témoin de jeunes qui se sont révélés en venant chez Impact, qui ont retrouvé confiance, même si le projet est tout récent. En fait, la dernière fois, on a parlé à un événement organisé par le MEDEF sur l'inclusion et les entreprises inclusives. Et on avait une jeune majeure qu'on a accompagnée avec Impact, Estelle, qui est venue témoigner. Et en fait, c'est ça, l'aide sociale à l'enfance, c'est des pépites, mais qu'on laisse pas éclore en fait. Et Estelle, donc, elle a passé son enfance en maison d'enfants. Et quand elle a eu 18 ans, les jeunes passent un entretien comme un concours entre guillemets. Ils doivent présenter un projet pour pouvoir ou non avoir un contrat jeune majeur qui peut les accompagner tous les 6 mois jusqu'à max 21 ans. Et Estelle, quand elle a présenté son projet pour avoir un contrat jeune majeur, elle voulait être ingénieure en biotechnologie. Et on lui a dit « Ah non, c'est beaucoup trop ambitieux. Il faut que tu sois plutôt agent de laverie en laboratoire. » Alors, Estelle, elle a dit « Bah non, moi je veux être ingénieure. » Et donc, elle n'a pas eu de contrat jeune majeur. Elle a dû trouver 3 boulots, travailler au McDo le soir, travailler dans un restaurant le samedi et le dimanche. Elle s'est mise en auto-entrepreneur pour, après ses cours à l'école d'ingénieur, rédiger des dossiers pour avoir un peu d'argent. Et quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas pris de vacances une seule journée depuis 2 ans. Elle était au bout du rouleau. Et donc, grâce à ce qu'on a mis en place avec Impact et grâce à Accor, donc, elle a eu un mentor de chez Accor, une mentor qui l'a aidée à passer son TOEIC parce qu'elle avait des grosses difficultés en anglais et elle pouvait pas valider son diplôme sans avoir le TOEIC. Donc, cette mentor chez Accor l'a aidée à avoir le TOEIC. Ensuite, on lui a trouvé une alternance grâce à NJ, qui fait partie de la coalition des entreprises mobilisées pour l'enfance. Et puis Estelle, aujourd'hui, elle est ingénieure en biotechnologie, en CDI chez GRDF. Voilà, et c'est une jeune majeure qui est formidable. Même chose pour un autre jeune, Ramatoula, qui a été pris en charge grâce à Bucherer, qui fait partie aussi de la coalition des entreprises mobilisées pour l'enfance, et qui est arrivé d'abord en stage, puis en alternance, à qui Bucherer a payé une formation, qui est maintenant en CDI. Et Ramatoula représentera la France au prochain JO de Los Angeles en cricket. Et donc, Bucherer lui laisse même un peu de temps pour pouvoir s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça l'aide sociale à l'enfance aussi. C'est des jeunes qui sont des pépites qu'on ignore. Et les entreprises comme Accor, elles permettent à ces jeunes de se dévoiler au niveau de tout leur potentiel. Mais encore une fois, faut-il qu'on leur tende la main, quoi. C'est magnifiques témoignages qui sont évidemment très, très émouvants. Et ma question suivante, c'était plutôt par rapport aux collaborateurs, d'accord ? Comment aujourd'hui tu as réussi à passer ce message, à les sensibiliser ? J'imagine que, comme tu disais tout à l'heure, c'est difficile de résister au message, mais quoi de plus ? Parce que là, Céline parlait de mentorat. Est-ce que c'est quelque chose qui se diffuse ? Plein. Il y a Anne-Sophie Béraud qui est à côté de moi, qui a accompagné Impact et elle a tout fait pour sensibiliser tout le monde chez Accor sur une échelle de 10, parce que j'aime bien à chaque fois. Je pense qu'on est entre 2 et 3. Ça veut dire que ceux qui avaient une ouverture d'esprit, ceux qui avaient un certain nombre de valeurs, ceux qui étaient à l'écoute ou qui étaient prêts, ceux-là, on les a embarqués, mais il m'en reste encore 7 ou 8 à embarquer. Donc, je pense qu'on est au début d'une aventure. Vraiment, le tronc commun pour moi, et je ne sais pas si Céline veut en parler, parce qu'on en a parlé tous les deux avec la ministre de la Santé il y a à peine 15 jours, c'est l'extraordinaire faiblesse de tous ces jeunes dans ces 10 années de leur vie qui sont les années de croissance et de développement humain, psychique et ainsi de suite. Quand on voit que ces gens-là n'ont pas de suivi, c'est ce que je ne supporte pas dans cette aventure, et c'est pour ça que je suis là, c'est que c'est pas une double peine, c'est une triple peine, multipliée par 4. Non seulement on subit un certain nombre de sévices, puis en plus on a son corps qui s'effondre, on a son intellect qui n'arrive pas à développer, on a une crainte de tout le monde, on n'est pas capable d'être accompagné, donc on peut pas faire des études parce qu'on est trop fragile, parce qu'on n'a pas eu la main tendue. Et puis les contrats sont pas là, et puis on finit dans la rue, et puis avec ça, on voit un certain nombre de choses qui sont dramatiques. À quel moment ça s'arrête ? Et encore, on en a parlé avec Céline plein de fois, on parle de 400 000 personnes, mais il faut multiplier ça probablement par 2, 3, 4, 10, tous ceux qui sont par repérés. Donc, on ne peut pas faire subir quelque chose à un enfant et que ça ne s'arrête pas. Donc, à un moment donné, quelqu'un va faire en sorte que ça s'arrête. Alors, ce quelqu'un, c'est moi, c'est toutes les entreprises qui sont là. Voilà, c'est une obligation pour eux. Et puis, et après ça, effectivement, la fleur, elle s'ouvre.
Mais avant que la fleur s'ouvre, il faut lui redonner un petit peu d'eau. Là, on parle du point de vue des jeunes, mais il y a aussi toute la dimension de plaidoyer qui est portée par Impact. Et justement, tu parlais à l'instant des échanges avec la ministre de la Santé. Et au niveau de l'aide sociale à l'enfance, est-ce que tu as le sentiment, toi, Céline, qu'il y a des choses qui commencent à bouger, qu'il y a des référencements qui sont faits de façon plus systématique? Comment est-ce qu'Asteria est perçu, par exemple, par les professionnels, parce que c'est ouvert à tous? Ça, c'est sûr. Non, alors, il y a juste quelque chose que je voudrais dire, parce que ça, on l'a pas dit, mais on a aussi, grâce à Accor, des jeunes qu'on sort de la rue. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un jeune à la rue, j'envoie un petit mail à Anne-Sophie et les hôtels se mobilisent pour prendre les jeunes pendant un temps de répit, le temps qu'on trouve quelque chose. Enfin, je veux dire, cet été, vous avez sorti 5 jeunes de la rue et ces jeunes-là ont pu retrouver un logement, parce que c'est ça aussi l'aide sociale à l'enfance, hein, c'est la rue. Et donc, Accor mobilise aussi les hôtels et avec plaisir. En plus, à chaque fois, on a des retours des propriétaires d'hôtels qui nous disent elle était vraiment très agréable cette jeune, ou ce jeune il était vraiment super, voilà. Donc voilà, il y a ça que je voulais dire. Et après, au niveau du plaidoyer, moi je trouve que ça y est, je trouve qu'Asteria est maintenant dans le paysage, puisque dans le parcours coordonné renforcé qui est mis en place, il est fait mention des centres Asteria, puisque Catherine Vautrin puis Stéphanie Rist ont envoyé une lettre aux directeurs généraux de toutes les ARS pour demander à ce que ces directeurs généraux facilitent l'implantation des centres Asteria partout en France, puisque Asteria est apparu dans le rapport sur la commission d'enquête sur les manquements de l'ASE qui a été rapporté par Isabelle Santiago. Perrine Goulet, qui est présidente de la délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale, a parlé des centres d'appui à l'enfance. Jean-Pierre Farandou, récemment, répondant à une question, a parlé des centres d'appui. Donc, j'ai l'impression que ça y est, on est à un point de bascule où, enfin, la nécessaire prise en charge de la santé des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance est dans le scope de nos politiques publiques, de nos politiques. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. Extrêmement important. Ouais, enfin tout ça en un temps record quand même, parce que tu dis ça y est, enfin, effectivement, le problème traînait depuis longtemps, mais n'oublions pas que l'association et ton action, finalement, ça a démarré il y a très peu de temps. Voilà, c'est pas que moi, parce qu'il y a en parallèle de ça eu 2 expérimentations article 51 qui ont été menées, l'expérimentation santé protégée, l'expérimentation Pégase, qui elles aussi ont montré que c'était possible d'améliorer la santé de ces enfants. Donc maintenant, voilà, on sait que d'un côté, les enfants risquent de perdre 20 ans d'espérance de vie. L'expérimentation, par exemple, prenons l'expérimentation Pégase, elle a montré qu'en 24 à 36 mois d'une prise en charge intensive, 80% des enfants confiés retrouvent des courbes de développement normales. Bon, allons-y, parce que c'est comme si dans le cancer du poumon, on avait découvert une nouvelle immunothérapie qui fonctionne dans 80% des cas. Et qu'on ne la mettait pas sur le marché. Donc, ce qu'on ne peut pas tolérer pour le cancer, ne le tolérons pas pour la protection de l'enfance. Et maintenant, mettons le paquet pour que ces enfants aient un suivi. Très clair. Sinon, mais pour ceux qui nous écoutent, elle n'a aucune note, hein, elle ne cherche pas ses noms ni ses programmes. Tu me fascines. Après, on pourrait croire que je suis un peu monomaniaque par contre. Hein, mais... Ah bon? tu maîtrises à la perfection ton sujet et c'est extrêmement agréable. Alors, il y a plein de phases quand même, parce qu'on en parle là de manière très rapide. Hein. Il y a une phase enfance, adolescence, santé, prise en charge, diagnostic mais il y a cette phase après qui est d'apprentissage, d'accès à l'emploi, de découverte de soi-même, du monde des rêves et ainsi de suite. Et puis ça continue toute leur vie, hein. Ça ne s'arrête pas à 18 ans, il y a 21 ans. Donc c'est pour ça que cet engagement avec Céline, elle se marre, mais ça, on va accompagner ces gens-là à 35 ans, 40 ans. Ce qui m'intéresse le plus, et c'est pour ça que c'est un modèle aujourd'hui, c'est ceux qui vont s'en sortir, j'espère le plus nombreux possible, seront nos premiers ambassadeurs demain. Il y en a trop peu d'ambassadeurs. Et puis, vous allez le voir de plus en plus, on l'a vu avec certains politiques, hein, vous avez beaucoup de gens qui ont subi beaucoup trop de choses difficiles dans leur vie, qui ne l'ont jamais dit, qui pourtant ont un statut, qui pourtant aussi ont du pouvoir et ont aussi envie d'aider. La parole va se libérer. Et plus elle va se libérer, plus effectivement on sera nombreux à vouloir y répondre. À vouloir agir. Et la parole des gens qui sont sortis et qui ont un statut social, elle est très importante. Parce que ça permet aussi aux enfants de s'identifier et de se dire, OK, ça veut dire que moi aussi, je peux réussir. Et ça, c'est super important. Donc,
tous les gens qui ont des hauts postes, qui ont une position sociale, qui sont très installés, même si c'est pas facile, je pense que c'est important d'en parler. Et je pense là, en disant ça, à Emmanuel Grégoire, qui très récemment a lui aussi dit qu'il avait été victime de violences sexuelles quand il était petit. Et ben, je trouve que c'est un message d'espoir de dire, ok, donc on peut s'en sortir. Donc on peut mettre des choses en place aussi. Et quand un politique s'empare d'un sujet qui le concerne, on peut être à peu près sûr que ce sujet... Il ira au bout. Exactement. Et donc, c'est important aussi que les gens qui ont vécu des violences dans l'enfance, par exemple, en parlent. Parce que... Et moi, si vous saviez le nombre de gens qui m'arrêtent dans la rue, les gens me reconnaissent à mes pulls roses et mes lunettes. Le nombre de gens qui m'arrêtent dans la rue pour me témoigner de merci pour ce que vous faites, parce que vous nous donnez l'espoir qu'on peut aussi s'en sortir. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faudrait plus de paroles sur ce sujet. Il y a un autre sujet qui est tout aussi compliqué. Je ne sais pas si Céline veut en parler. Une fois qu'on en a parlé soi-même et qu'on l'a vécu, on a une assez bonne chance qu'on ne le fera pas vivre à ses propres enfants. Attention à cette spirale aussi assez dramatique. Sur tout ça se réplique de génération en génération. Donc c'est pour ça que cette spirale-là, elle est dévastatrice. Il faut la rompre assez tôt. Alors tous les enfants battus ne battront pas leurs enfants, mais malheureusement, on a quand même une grosse proportion d'enfants qui n'ont connu que ça, et donc qui reproduisent, et c'est typiquement l'histoire de ma famille. Mon grand-père, qui était quelqu'un d'extrêmement méchant et violent, qui a battu ses enfants et sa femme, dont mon père, qui du coup a reproduit, parce que personne lui avait dit que c'était pas comme ça qu'on éduquait un enfant, en fait. Et donc voilà, moi aujourd'hui j'ai pas d'enfant, si j'en avais, je sais que je reproduirais pas. Donc en fait, voilà, c'est pas une fatalité, mais il y a besoin aussi d'être aidé pour ne pas reproduire. Avoir conscience déjà que c'est pas normal. Avec cet accompagnement à la fois, comme tu disais tout à l'heure, somatique et psychique, qui est absolument essentiel et qui fait défaut dans le secteur cruellement. Alors, on arrive presque à la fin de notre temps d'échange, mais d'abord, Céline, comment tu vois la suite? Impact, aujourd'hui, son action, elle est sur quel territoire? Comment est-ce que tu envisages cette croissance? Alors, j'envisage qu'Impact soit présent sur tout le territoire national et dans les territoires ultramarins. Actuellement, on est donc en Île-de-France et dans les Hauts-de-France sur le pôle éducation. Et on est en train de développer le pôle santé en Nouvelle-Aquitaine, dans les Hauts-de-France, avec des discussions en cours avec la Meurthe-et-Moselle, avec le Grand Est, donc Nancy, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Toulouse, Avignon. Enfin voilà. L'idée, c'est d'aller vite, parce que les enfants peuvent pas attendre. Sur l'évolution de l'association, on est en train justement de discuter avec Sébastien sur la transformation en FRUP, donc Fondation Reconnue d'Utilité Publique, pour assurer que l'association va pas disparaître. Voilà, donc bon voilà, je nous souhaite que dans 10 ans on soit toujours là, que peut-être dans 40 ans on n'ait plus besoin d'être là, mais en tout cas c'est pour moi une grande source de stress. Alors ça, Sébastien est bien au courant, mais c'est une angoisse très très importante parce que encore une fois, vous savez, les associations, elles doivent lever des fonds. Donc est-ce que j'arriverai suffisamment à lever des fonds pour être là en 2027 et en 2027, est-ce que je serai encore là en 2028? Donc il y a quand même une très grosse incertitude dans le milieu associatif. Donc en fait, on a besoin de la mobilisation de tous pour pouvoir à la fois des entreprises, mais aussi du public, pour pouvoir et puis je rajoute un truc qu'elle m'a dit qui va faire un peu mal, mais quand elle me l'a dit, je me suis dit attends, t'as pas le droit de lui dire ça. Et elle me dit en plus Sébastien, je vais vivre moins longtemps que les autres. Ah bah ça, ok, j'ai toujours le sourire et tout, mais enfin j'ai une santé vraiment très pourrie. Enfin je veux dire, j'ai déjà à 18 ans j'avais de l'ostéopénie. Enfin il n'y a pas une dent dans ma bouche qui est une vraie dent. Enfin simplement parce que c'est aussi un sujet que j'avais, c'est que les enfants de l'ASE, on est des sans dents. C'est-à-dire qu'en fait, l'état dentaire, l'état bucco-dentaire, c'est aussi le reflet des violences subies, des négligences subies. Et alors moi, je suis médecin. Alors, vous voyez, il y a 2 jours, j'ai encore une dent qu'on m'a enlevée avec un implant. Et j'avais le sourire. Et quand je suis sortie de là, j'ai appelé mon mari en pleurs dans la rue. Tout le monde me regardait en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que je me dis, mais on va me les enlever toutes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en fait. Donc, en fait, on a quand même, malgré le fait qu'on s'en soit bien sorti, une santé qui est altérée. Donc j'ai une urgence de faire, parce qu'il y a une urgence à faire avant de mourir. Et ça, bon, en plus, je fais de la médecine de la douleur et de la médecine palliative. Donc, je connais
la fragilité de la vie, et je veux jamais me retrouver sur mon lit de mort en me disant tu aurais pu faire ça pour ces enfants et tu l'as pas fait. Donc je ne procrastine pas. Je vis dans l'urgence. Alors, je rappellerai que ce podcast, il est centré sur les rencontres transformatrices. Alors là, je pense que pour le coup, on a fait la démonstration que rencontrer Céline, ça nous transforme de l'intérieur, et je pense que ça a un impact sur le long terme. Si vous saviez le mal que je me donne, je veux que tout le monde rencontre Céline. Ouais. Donc, on y va tous les deux, la conquête des uns et des autres. Elle a pris 15% de mon corps. Elle peut prendre 15% de tous les corps humains. Hein. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Je crois que c'est un beau message de conclusion. Donc, merci beaucoup. Bon, merci à tous les deux pour votre présence.